Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des probabilités conditionnelles. Du coup déjà, qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle? En fait, c'est simplement la probabilité d'un événement sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. Alors l'importance de la probabilité conditionnelle, elle réside dans le fait qu'elle permet donc de prendre en compte l'information disponible pour pouvoir affiner une prédiction probabiliste. Et puis d'une manière plus large, on peut voir la probabilité conditionnelle comme un moyen de mettre à jour nos connaissances ou nos croyances en fonction de nouvelles données. D'ailleurs, on retrouve les probabilités conditionnelles dans beaucoup de domaines, comme par exemple l'assurance, les prévisions météorologiques, le machine learning ou bien encore dans le cadre de diagnostics médicaux. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce dernier point justement à la fin de cette présentation où je présenterai les probas conditionnels et les biais cognitifs dans le cas d'un test médical. Mais commençons tout de suite par la définition d'une proba conditionnelle. Donc la probabilité qu'un événement A se réalise sachant que B s'est réalisé se note et se calcule comme suit. Donc ici, la probabilité que l'événement A se produise en sachant que B s'est réalisé, attention à l'ordre, c'est égal à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. On fait donc l'intersection des deux probas et on divise par l'étant donné. Et attention, on voit tout de suite que c'est pas pareil si on calcule la probabilité de A sachant B ou si on calcule la probabilité de B sachant A, car ici on voit que si on calcule la probabilité de B sachant A, en haut c'est la même chose, c'est toujours la probabilité de l'intersection, mais en bas on divise par l'étant donné, donc ici la probabilité de A et puis en haut on divise par la probabilité de B. Ce qui est pas mal aussi avec les probas conditionnels, c'est que ça permet de montrer si deux événements sont indépendants. En effet, si A et B sont indépendants, donc ce qui veut dire que A n'a rien à voir avec B, alors la probabilité de A sachant B, ça reste la probabilité de A, car qu'importe ce qui est arrivé à B, A n'a rien à voir, donc c'est égal à la probabilité de A. Maintenant qu'on a vu la définition de base, j'aimerais encore vous parler de quelques définitions complémentaires parce qu'on retrouve souvent les probabilités conditionnelles associées aux arbres de probabilité. On pourrait d'ailleurs imaginer l'arbre suivant, donc avec les événements A et non A et B et non B chaque fois. Et puis alors là, on va pouvoir définir quelques probabilités particulières. La première, ça va être la probabilité a priori. Par exemple, on aurait envie de calculer la probabilité de A ou de non A. Quelles sont ces probabilités? Donc la probabilité de A, on le voit tout de suite ici, c'est 0,6. Et la probabilité de non A, c'est égal à 0,4. Ensuite, on a la probabilité composée. Donc par exemple ici, on peut prendre la probabilité de A inter B, ça veut dire la probabilité de A et B. Pour calculer cette probabilité, donc probabilité de A inter B, on peut se référer à notre arbre. On prend déjà la probabilité de A et on la multiplie avec la probabilité qui suit, donc A et ensuite B, donc 0,6 fois 0,2. Attention, je ne prends pas le 0,5 qui est ici parce que ce B-là est associé au non-A et pas au A. Donc ici, je fais 0,6 fois 0,2, ce qui me donne 0,12. Ici, je pourrais aussi, par exemple, vouloir calculer la probabilité de non-A inter B. Ça, c'est aussi possible. Donc là, dans ce cas-là, je vais dans non-A, je vais dans le B qui suit. Donc dans ce cas-là, je fais 0,4 fois 0,5. Donc 0,4 fois 0,5, ce qui me fait 0,2. Vient ensuite la probabilité totale. Donc ici, on pourrait par exemple calculer la probabilité de B, mais on pourrait aussi calculer la probabilité de non B, par exemple. Donc c'est en fait tout ce qui va arriver à B. Donc on reprend de nouveau notre arbre. On voit qu'il y a B ici et puis B ici. Donc on veut calculer tout ce qui arrive à B. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement ça fois ça, plus ça fois ça. C'est vraiment tous les chemins qui arrivent à B. Donc, probabilité
de B, ça va être égal à 0,6 fois 0,2, 0,2, plus encore 0,4 fois 0,5. Et puis, si on fait les calculs, ça nous donne 0,32. Donc ici, on a, avec les fois, une dimension qui représente le « et », donc l'intersection, et le plus ici, ça va plus être une idée de « ou », donc c'est ce chemin-là ou ce chemin-là. Voilà un peu comment il faut interpréter cette formule. On retrouve ensuite notre fameuse probabilité conditionnelle. Donc ici, par exemple, comme probabilité conditionnelle, on pourrait chercher la probabilité de B en sachant A. Mais alors ça, il n'y a pas besoin de calcul. Dès lors qu'on a un arbre comme ça, eh ben, c'est vraiment tout simple. Alors en sachant qu'on est déjà sur l'événement A, donc ici, quelle est la probabilité de B? Elle est directement sur l'arbre, c'est 0,2. Donc ici, probabilité de B en sachant A, c'est égal à 0,2. Donc ça, c'est tout simple. Et puis finalement, on a les probabilités a posteriori. Donc dans notre cas, ce serait par exemple de calculer la probabilité que A se réalise en sachant que B s'est réalisé. Alors ça, en fait, il faut qu'on revoie le jugement a priori de A en sachant que B est réalisé. Alors ça se voit pas tout de suite dans le tableau, il faut faire nos petits calculs. Et pour ça, on reprend tout simplement la définition de la probabilité conditionnelle qu'on avait donnée ici. Donc ici, la probabilité de l'événement A en sachant que l'événement B s'est réalisé, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de l'étant donné, donc B. Et puis tout ça, en fait, on l'a déjà calculé ici. Donc la probabilité de A inter B, on l'avait calculé là, ça valait 0,12. Et puis la probabilité de B, on l'a calculée avec la probabilité totale, c'est 0,32. 0,32. Et si on effectue le calcul, ça nous donne 0,375. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut retrouver facilement toutes ces probabilités qu'on a calculées ici si on utilise un diagramme de Venn ou une table de contingence. Donc, on peut transcrire en fait cet arbre sous l'un ou l'autre des modèles. Regardons plus en détail comment a été construit ce diagramme de Venn. Donc ici, on a nos deux événements, l'événement A et l'événement B. Et puis, on voit déjà que l'intersection de ces deux événements, ça vaut 0,12. Comment est-ce que je trouve ça? C'est tout simplement avec la probabilité composée, donc P de A inter B. On avait calculé P de A inter B, c'est 0,6 fois le 0,2, ça nous avait donné 0,12. Donc voilà déjà comment on calcule ce 0,12. Ensuite, ici, en bleu, on a la probabilité totale de B, donc P de B. On sait que tout ça, ça doit valoir, on l'avait calculé ici, P de B, 0,32. Donc je sais que tout ce cercle bleu, ça doit faire 0,32. Mais vu que j'ai déjà 0,12 en intersection, je dois tout simplement faire 0,32 moins les 0,12 pour trouver ce qui reste ici, ce qui fait 0,2. Pour le 0,48 qui est ici, ça va être exactement le même principe. On va trouver la probabilité totale de A, qui est ici 0,6, on le voit sur l'arbre, et on enlève les 0,12 qui sont déjà dans l'intersection. Donc 0,6 moins 0,12, ça nous fait 0,48. Et puis finalement, on a encore ici 0,2. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait quelque chose qui n'est ni A ni B. Du coup, on peut le reprendre par rapport à notre arbre. Quelque chose qui n'est ni A ni B, ça va faire 0,4 fois 0,5, soit 0,2. Et maintenant, on peut regarder comment se construit une table de contingence. Donc ici, j'ai toutes mes probabilités, donc A, non A, B, non B et les totaux à chaque fois. Donc on va commencer par les probabilités qui sont faciles à voir. Donc la probabilité de A, le total.
ça se voit tout simplement sur l'arbre avec le 0,6 qui est ici. Pour la probabilité totale de non A, c'est le 0,4 qui est ici. Et au total, si on fait 0,6 plus 0,4, on a bien 1. On peut ensuite calculer cette case-là, donc qui est la probabilité de A inter B, qu'on avait calculé ici, et qui nous donne 0,12. Donc ici, je peux déjà mettre le 0,12, c'est tout simplement 0,6 fois 0,2. Pour trouver le 0,2 qui est ici, on fait tout simplement la probabilité de non A et B. Donc ça fait 0,4 fois 0,5, ça nous fait bien 0,2. Et on peut ensuite noter le total ici. 0,12 plus 0,2, ça nous fait 0,32. Et puis si on regarde ici dans notre diagramme de Venn, on retrouve bien tout ça avec la probabilité de A et B, donc A inter B qui vaut 0,12. La probabilité de B et non A, c'est 0,2. Et puis au total, on a bien probabilité de B, 0,32. Ça va être le même principe pour cette ligne ici. Donc le 0,48, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est la probabilité de A et de non B, donc 0,48. On a la probabilité de non A et non B. C'est cette probabilité-là qu'on avait calculée, donc 0,2. Si on fait le total, la probabilité de non B, c'est 0,68. Donc c'est 0,48 plus 0,2. Donc voilà comment on peut remplir ce tableau. Et comme je l'ai mentionné au début, j'aimerais pour terminer parler des probabilités dans le cadre d'un test diagnostique et plus précisément de ce qu'on appelle un biais cognitif. Donc supposons par exemple que vous faites un test HIV et qu'on vous annonce que le test est positif et qu'en plus le test est fiable à 99%. Alors là, la plupart des gens pensent qu'à 99% ils sont réellement malades. Et pourtant, c'est pas le cas car ils vont commettre ce qu'on appelle un biais cognitif. En fait, là, ils vont confondre la fiabilité du test avec la probabilité d'être malade, étant donné que le test est positif, ce qui est en fait totalement différent. Mais du coup, il faut reprendre gentiment un test fiable à 99%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, un test fiable à 99%, ça veut dire qu'il donne un résultat correct dans 99% des cas. Ça veut dire qu'il est capable de dire la personne est malade si la personne est réellement malade ou la personne n'est pas malade quand la personne est réellement pas malade. En termes de probabilité conditionnelle, ça veut dire que la probabilité que le test soit positif en sachant que la personne est réellement malade, c'est 0,99. Ou encore, la probabilité que le test soit négatif en sachant que la personne n'est pas malade, c'est aussi 0,99. Or, ce qui intéresse le patient, et c'est là le biais cognitif, c'est plutôt quelle est la probabilité que je sois réellement malade en sachant que le test est positif. Donc on voit que c'est le contraire de ce qu'on a vu là. Ici, on regardait quelle est la probabilité que le test soit positif en sachant que la personne est malade. Et là, on regarde le contraire, quelle est la probabilité que je sois malade en sachant que le test est positif. Et puis là, il suffit de faire un petit arbre de probes pour voir comment on calcule tout ça. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà construit un arbre. On voit qu'ici, il y a malade, non malade, test positif, test négatif, test positif, test négatif. Avec les probabilités de fiabilité du test, on nous dit que la probabilité que le test soit positif en sachant que la personne est malade, donc que le test soit positif en sachant que la personne est malade, c'est 0,99. Du coup, on peut déjà mettre le 0,99 ici. Si on a 0,99 ici, forcément, en dessous, on aura 0,01 pour compléter, pour faire le 100%. Et puis, pareil, probabilité que le test soit négatif en sachant que la personne est malade, c'est 0,99. Donc ici, je peux mettre 0,99 et ici, 0,01. Et puis pour calculer la probabilité d'être malade, il suffit de consulter en fait les statistiques de santé publique, c'est-à-dire le nombre de personnes malades sur la population. Et on parle aussi de taux de prévalence de la maladie. Et puis en Suisse, en 2021, il y avait environ
17 400 malades sur 8 700 000 habitants, soit on peut calculer la probabilité d'être malade qui est égale à 17 400 divisé par le nombre d'habitants total, 8 700 000, et ça fait environ 0,002. Donc ici, la probabilité d'être malade, c'est 0,002. Et la probabilité de ne pas être malade, c'est 1 moins ce 0,002, donc 0,998. Avec cet arbre, je peux maintenant calculer ma probabilité conditionnelle que j'ai ici en utilisant de nouveau la formule qu'on avait posée tout au début. Donc, on sait que ça va être égal à la probabilité d'être malade inter la probabilité que le test soit positif, divisé par la probabilité de l'étant donné, qui est la probabilité que le test soit positif. On peut calculer tout ça. Quelle est cette probabilité-là? Donc M inter le test positif, ça va être 0,002 fois 0,99. Donc 0,002 fois 0,99 divisé par la probabilité que le test soit positif. Donc ça va être ça fois ça ou ça fois ça. Donc, je vais noter 0,002 fois 0,99 plus 0,998 fois 0,01. Et si on fait les calculs, on obtient environ 16%. Donc ici, ma probabilité d'être malade en sachant que le test est positif est seulement de 16% environ. Ce qui paraît en fait surprenant. Donc en résumé, si on vous annonce que vous êtes positif à un test fiable à 99%, vous commettez un biais cognitif en pensant que vous avez 99% d'avoir la maladie, car vous omettez de prendre en compte la prévalence de la maladie dans la population. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker cette vidéo. Et puis pour ma part, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.